Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette préséance donc consacrée aux questions des Lagordais. Les deux premières questions s'adressent à Monsieur le maire, donc Antoine Gros, avec, donc, première question, est-il prévu de donner le nom de Samuel Paty à une rue ou avenue de Lagor? Alors, c'est une bonne question, d'autant que, effectivement, je crois que on a fêté, entre guillemets, le 2e anniversaire de cet odieux assassinat il y a peu de temps. Pour donner le nom de Samuel Paty à une rue, il faut qu'il y ait une nouvelle rue qui se crée. C'est pas le cas actuellement, où il faut débaptiser éventuellement une rue, mais la suggestion est tout à fait à prendre en compte et le conseil municipal va se pencher sur la question et reviendra sur ce sujet bientôt, je pense, oui. Deuxième question maintenant, qui vous est toujours adressée. Donc, merci de nous informer sur le projet de création d'un camping à proximité du château de Lagor. Oui, alors on a repris cette question parce qu'elle avait déjà été traitée, mais malheureusement, il n'y avait pas eu ni d'enregistrement ni de visio. Donc on reprend un peu le sujet pour ceux qui ne l'avaient pas entendu. Pour résumer la situation, depuis Xintia, l'agglomération a perdu pas mal de places de camping, notamment sur les campings littoraux. Et donc, elle essaye de créer des nouvelles nuitées supplémentaires en rétro-littoral. Le site de Lagor au château du Clavier a été repéré en ce sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la modification actuelle du PLUI, nous sommes en train d'ouvrir à l'urbanisation. Mais l'urbanisation, c'est la création d'un camping 6 ou 7 hectares du côté du château du Clavier. Rappelez aussi que le camping municipal de Lagor avait déjà fermé il y a très longtemps, il y a 6-7 ans, que le camping privé de Lagor aux Trois-Lys avait été aussi fermé par les propriétaires et que donc nous sommes en manque de camping et que depuis longtemps l'équipe municipale avait ciblé ce site-là. Pour autant, quand on ouvre à l'urbanisation, il y a toujours une étude d'impact environnemental et il se trouve qu'on a découvert pas mal d'espèces protégées. Il y a un espace boisé classé également. Il y a des orchidées remarquables. Bref, le terrain disponible pour l'ouverture du camping se rétrécit progressivement. Peut-être pour un camping de petite taille, de 60-80 places. Et voilà où on en est actuellement, sachant qu'il n'y a toujours pas d'opérateur qui s'est présenté. Donc, il n'y a pas de projet concret de camping actuellement, mais effectivement, la communauté d'agglomération et la commune de Lagor seraient désireuses d'y installer un camping à cet endroit-là. Voilà. On va passer à la question suivante, qui s'adresse à Monsieur Philippe Guignois, donc adjoint en charge de la voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux et du cimetière. Alors voici la question. Vous n'êtes pas sans savoir que le Paillot, qui appartient en partie à notre commune, a toujours été très excentré du centre de Lagor et qu'aucun aménagement n'a été fait depuis de longues années pour remédier à son accès et à sa sécurité. Le Paillot accueille de plus en plus de nouvelles familles avec des enfants, mais aucun bus de ville n'y passe malheureusement. Alors, quand nos jeunes veulent se déplacer pour rejoindre les parcs de jeux de Lagor, ils voudraient bien le faire en vélo. Mais voilà, ce n'est pas possible car très dangereux. Nous pouvons voir que la ville de Lagor s'est formidablement développée avec ses nombreuses pistes cyclables, mais pas d'accès au Paillot. Dans le cadre de l'implication de la commune dans le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, les déplacements à vélo pourraient y être beaucoup plus nombreux si l'accès était sécurisé par une piste cyclable. Cela est-il envisageable? Merci. Merci. Oui, alors en effet, je vous remercie d'avoir posé la question, comme on dit, puisque ça est tout à fait d'actualité. Je vous rappelle que le Paillot est implanté sur 4 communes, Saint-Saëns de Puyleborot, Nieul-sur-Mer et Lagor. C'est sur Lagor qu'il y a le moins d'habitants, il y a 5 à 7 maisons, je crois, enfin, parce qu'il y en a une ou deux en cours de construction. Cette configuration complique les projets notamment les aménagements de voirie, puisque ça nécessite, pour que ça puisse avancer, qu'il y ait la même volonté des 4 communes et en même temps, donc c'est pas toujours facile. Il y a plusieurs mois, avec Monsieur le maire, nous avons reçu des habitants du Paillot, qui habitaient Nieul-sur-Mer, pour nous faire état, entre autres, de différents points, mais justement des mêmes préoccupations qui sont celles qui viennent d'être présentées. Nous avons travaillé avec la CDA depuis,
dans le cadre du déploiement des pistes cyclables sur tout le territoire de la CDA. Et nous avons demandé à cette occasion que soient mis à l'étude plusieurs projets de pistes cyclables, et dont le Paillot, relier le Paillot, notamment près du parking P+R des Greffières, qui rejoindra tout le réseau qui est en cours de finalisation pour rejoindre Nieul et qui va sur La Rochelle ou vers le parc Atlantique. Alors en première approche, je dirais que la piste elle serait à double sens et serait plutôt étudiée côté chemin de la Guignarderie, donc on va du Paillot vers Lagor, le Bois Duré on va dire. Côté donc commune de Lagor, en effet la ville de Lagor est propriétaire de la parcelle qui longe la voie, donc ce qui éviterait l'acquisition de terrains agricoles privés qui posent souvent des problèmes au-delà de l'aspect financier. De plus, pour sécuriser le secteur du Paillot, des modifications de circulation ont été déjà mises en place par la ville de Puyllboro, puisque le chemin de la Guignarderie est maintenant limité à 50 km/h. Elle a une voie à sens unique qui était limitée à 80 km/h, maintenant c'est 50. Et enfin, des études sont en cours aussi menées par les équipes techniques des communes concernées pour mettre le Paillot en zone 30 avec la priorité à droite. C'est qui est déjà le cas sur Lagor et Puyllboro, mais pas encore entièrement sur Saint-Sandre et Nieul-sur-Mer. Et j'ajouterai enfin que dans ce secteur, nous avons aussi demandé que soit étudiée une liaison entre Puyllboro et Lagor, donc qui passerait par le secteur du Paillot. Et nous avons aussi modifié l'entrée de ville, côté Bois Doré, limité la vitesse à 50 km/h entre le chemin de la Guignarderie et l'entrée de l'agglomération, qui était limitée à 80, donc maintenant c'est 50. On a déplacé, ou on va déplacer prochainement le panneau d'agglomération entre les virages, ce qui fera que la limitation à 30 km/h sera avancée. Et on a mis des bandes rugueuses sur la chaussée pour attirer les conducteurs, limiter leur vitesse. Voilà toutes les choses qui ont été réalisées et futures à venir. Voilà. Merci Philippe. Bien, la dernière question maintenant s'adresse à Xavier Beige, donc adjoint en charge de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace et des droits des sols. Où en êtes-vous du projet Lagor 2040 ? Merci Isabelle. Petite question, mais un grand projet. Mais rappelez peut-être d'abord dans quel contexte s'inscrit ce projet Lagor 2040. C'est avant tout une véritable volonté politique de la municipalité qui souhaitait depuis longtemps avoir une vision globale de son territoire, avec pour objectif de pouvoir poursuivre sa politique d'aménagement de manière cohérente et que Lagor trouve ou retrouve son identité territoriale. C'est pour cette raison qu'au début de l'année 2021, la commune a souhaité lancer une étude et a à ce titre mandaté un groupement de bureaux d'études afin qu'il soit réalisé un état des lieux complet de notre commune, aussi bien en termes de vitalité, d'attractivité, de fréquentation de lieux, de développement économique, d'habitat, de culture, etc. Cet état des lieux qui a été réalisé a permis d'établir un diagnostic destiné à mettre en lumière les forces, les atouts, mais aussi les faiblesses de notre commune face aux enjeux démographiques, environnementaux, écologiques, sociaux et économiques de demain. À l'issue de ce diagnostic, un projet de territoire stratégique a été défini afin de donner un cadre de développement de notre ville pour les prochaines années. C'est-à-dire en fait se fixer les grandes ambitions, les enjeux de demain. Je rappelle que nous avons voulu que cette étude se fasse avec une implication forte des habitants et avons souhaité qu'une participation citoyenne soit prise en compte dans cette élaboration. C'est pourquoi, tout au long de cette étude, qu'un focus group composé d'une trentaine de personnes, acteurs directs ou indirects de notre commune, a été créé. Ce focus group a participé à des balades urbaines, à plusieurs ateliers, à des forums, à diverses réunions et a permis donc une vraie participation citoyenne afin d'alimenter, d'enrichir notre réflexion et de permettre d'en fixer les grandes orientations de demain. Vous l'avez compris, l'enjeu est fort pour l'équipe municipale, tant en termes de démocratie participative, je viens d'en parler, que d'évolution de la ville, afin de préparer l'avenir de notre commune, d'en anticiper les mutations et de réaliser à moyen et long terme les aménagements urbains nécessaires à son évolution. Alors, aujourd'hui, cette étude, après un peu plus d'un an, presque 18 mois, est enfin achevée. Les bases ont été posées, mais
quel suspense, je ne vais pas vous en dire davantage pour ne rien vous dévoiler aujourd'hui, puisqu'une présentation des éléments saillants de cette étude sera proposée à la population lagordaise à l'occasion d'une réunion publique qui aura lieu le mercredi 7 décembre à 18h30 à la salle polyvalente de Lagor. Voilà. Bien, merci beaucoup Xavier. Donc 7 décembre, hein, c'est bien ça, la réunion publique. Bien, nous y attendons nombreux. C'était la dernière question. Donc, je vous rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le 14 décembre de mémoire. Et donc, d'ici là, on attend vos questions. Voilà, pour cette prochaine séance du conseil municipal. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, il est l'heure d'ouvrir la séance du conseil municipal. Merci beaucoup pour votre présence. Malheureusement, notre système de visio ne fonctionne pas ce soir, donc on va essayer quand même d'enregistrer, de le rediffuser à partir de demain. Nous sommes vraiment désolés de cet incident. Alors le quorum est atteint. J'ai les pouvoirs de Madame Fiquet pour Monsieur Bruno Martin, de Consolata Bakareke en faveur de Madame Chipoff, de Joël Lagier en faveur de Philippe Guinoir, de Lucie Robier en faveur de Xavier Bèche, de Jean-Christophe Moreau en faveur de Gérard Bacle, de Pierre-Emmanuel Blanc en faveur de François Moreau-Chazot et de Benoît Morisot en faveur de Monsieur Turcot. Voilà. Il n'y a pas d'autre pouvoir? Non. Je propose à Monsieur André Turcot d'être notre secrétaire de séance ce soir, s'il le veut bien. Merci beaucoup, André. Avec plaisir, Monsieur le maire. J'insisterai cependant sur la rigueur et la concision, afin que je puisse noter l'intégralité des propos. Merci, André. Nous devons approuver le procès-verbal du conseil municipal précédent du 19 octobre. Est-ce que vous avez des observations à faire ? Non, pas d'observation, donc on peut considérer que le procès-verbal est adopté. Plusieurs points d'information ce soir. Habituellement et traditionnellement, on fait un point sur la communauté d'agglomération, sur les dossiers de la communauté d'agglomération. Et ce soir, je laisse donc la parole à Patrick Giat pour nous parler de la nouvelle stratégie énergie renouvelable. Merci, Monsieur le maire. Je vais commenter déjà 2 avis qui ont été rendus par la communauté d'agglomération au cours de ces 2 dernières réunions, de ces 2 derniers conseils. Alors, avis sur des demandes d'autorisation pour implanter des parcs éoliens. Alors, déjà une précision. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision d'implanter un parc éolien ne dépend ni de la commune, ni de la communauté d'agglomération, ni du département, ni de la région, mais de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide où on peut implanter des parcs éoliens. L'État a fait une étude cartographique, a identifié des zones où il est possible, à ses yeux, d'implanter des parcs éoliens. Ça tient compte d'un certain nombre de données, et notamment l'éloignement des habitations. Mais c'est donc l'État qui décide. Et donc nous, communauté d'agglomération, nous étions simplement consultés pour donner un avis. Et l'avis que nous avons donné est un avis défavorable. Et je vais expliquer pourquoi cet avis est défavorable. D'abord, rappeler qu'on est dans un contexte difficile. J'ai mis une année horrible, annus horribilis, aurait dit la reine Elisabeth, en parlant de son fils et de la Lady Diana. Une année horrible qui, ça ne vous a pas échappé, et a commencé d'abord par une sécheresse terrible qui a commencé il y a 9 ou 10 mois maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pluies récentes n'ont pas encore permis d'atteindre la nappe phréatique.
Donc ça donne une idée de la sécheresse qu'on a vécue. Donc les couches de terre sont en train de s'humidifier, mais ça n'a pas encore atteint la nappe phréatique. Et donc il faudrait pour les spécialistes une année complète de pluie, avec des pluies très fréquentes pendant tout l'hiver et tout le printemps pour peut-être rétablir un bon niveau de nappe phréatique. Donc la sécheresse, qui entraîne bien sûr des conséquences terribles, mais c'est déjà les premières atteintes du climat. Ensuite, on a eu la canicule. Ça ne vous a pas échappé là non plus. Cet été, on a eu des épisodes de canicule qui ont été, pour notre région, raisonnables, mais dans certaines régions de France, qui ont dépassé les 35 degrés, voire les 40 degrés. Et on sait que ces canicules vont se répéter de plus en plus. Donc, deux événements climatiques très terribles, qui ont été en plus, qui se sont télescopés avec le conflit en Ukraine. Conflit en Ukraine qui a, vous en êtes aperçu, qui a entraîné une augmentation considérable de l'énergie que nous consommons, que ce soit le pétrole ou le gaz, et donc l'électricité. Donc, voilà le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait tous qu'il existe des solutions pour limiter, pour ralentir la dégradation du climat. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que nous ne pourrons pas revenir en arrière. D'où l'urgence à agir. Nous ne pourrons pas revenir au climat qu'on a connu il y a 40 ou 50 ans. Donc c'est terminé. Et donc ces épisodes de sécheresse, ces épisodes de canicule sont appelés à se répéter. Alors les solutions qui existent, vous les connaissez, mais il est important de redonner quelques éléments sur ces solutions. Première solution, c'est le nucléaire. Donc le nucléaire, la France a été un des pays le plus rapidement équipé et dans les plus grandes proportions en nucléaire. C'est la décision du général de Gaulle, qui voulait à l'époque, il n'était pas question du climat, c'était une question d'indépendance énergétique. Bon, bien lui en a pris peut-être, puisque depuis 50 ans, effectivement, la France est plutôt vertueuse sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, grâce au nucléaire qui produisait à peu près 70% de notre énergie électrique. Je dis qu'il produisait parce que vous le savez, depuis quelques mois, il y a des difficultés, le parc est vieillissant, il y a des centrales qui ne fonctionnent plus, et donc il produit aujourd'hui un peu plus de 40% de notre électricité, ce qui tombe mal avec l'augmentation parallèle du pétrole et du gaz. Donc le nucléaire c'est une énergie décarbonée, mais ça n'est pas... Voilà. Ça n'est pas une énergie propre, il faut le savoir. L'énergie nucléaire produit à peu près 140 000 tonnes de déchets nucléaires par an, donc 14 000 tonnes qui sont des déchets extrêmement dangereux et qu'on ne sait pas traiter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les vitrifie, on les met dans des beaux containers comme ça et on les enterre. Et ça va durer des centaines d'années pour que voilà. Donc il y a des inconvénients. Deuxième chose, c'est que pour faire fonctionner une centrale nucléaire correctement, il faut beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'il faut refroidir en permanence le cœur de la centrale. Et donc, il faut de l'eau. C'est pourquoi on a construit des centrales sur des fleuves en France. Mais là aussi, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure et les raisons de sécheresse, eh bien, ces fleuves, eh bien, ils ont beaucoup moins d'eau. Alors déjà, les centrales nucléaires en 50 ans ont modifié considérablement la biodiversité des fleuves en élevant la température de ces fleuves, mais en plus, comme il n'y a plus d'eau, se pose un problème de fonctionnement des centrales nucléaires. Troisième problème, c'est que les centrales nucléaires, et le conflit en Ukraine nous le montre, nous le démontre, deviennent des objectifs militaires. C'est-à-dire que quand un dictateur a envie d'ennuyer son pays voisin, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des missiles à proximité pour l'instant d'une centrale nucléaire, mais rien n'empêcherait quelqu'un d'encore plus fou de l'envoyer sur la centrale nucléaire et là de provoquer un véritable désastre. Donc les centrales nucléaires deviennent des objectifs malheureusement stratégiques militaires. Et puis, dernière chose, ça c'est le PR de Flamanville, pour construire des centrales nucléaires, puisque vous savez que le gouvernement a décidé de construire 6 centrales nucléaires, 6 EPR plus exactement. Le problème, c'est que l'EPR de Flamanville, qui a été commencé en 2007, n'est toujours pas opérationnel, ne fonctionne toujours pas, que son prix approche les 15 ou 16 milliards actuellement et que ça n'est pas fini.
Et donc, il faudra beaucoup d'argent, mais surtout beaucoup de temps. C'est-à-dire que si on estime qu'il faut 15 ans pour faire aujourd'hui un réacteur nucléaire, avec les études préalables, c'est une question de 20 ans. Voilà, donc l'énergie nucléaire, elle ne sera pas disponible tout de suite. Dernière chose concernant le nucléaire, c'est que ça ne nous rend pas indépendants sur le plan énergétique. C'est-à-dire que nous n'avons pas en France de mines d'uranium. Donc nous sommes obligés d'acheter notre uranium à des pays, et aujourd'hui on achète au Niger, on achète au Kazakhstan, on achète à des pays qui ne sont pas des pays très stables, enfin qui peuvent en tous les cas être déstabilisés assez rapidement. Donc on pourrait se retrouver dans les mêmes conditions qu'on a aujourd'hui avec la Russie et la livraison de pétrole ou de gaz, avec des approvisionnements qui pourraient être difficiles à certains moments, donc pas d'autonomie sur le plan énergétique. Autre source d'énergie propre, hein, l'hydroélectricité. On a tous, bien sûr, on sait que c'est la première énergie propre qu'on a produite, hein, encore que sur le plan environnemental, ça a été quelque chose de construire ces barrages et de faire ces retenues d'eau. Mais bon, l'électricité est propre. Ce qu'il y a, c'est que là aussi, on a deux inconvénients. Alors d'abord, il n'y a plus de sites pour construire des barrages en France. Hein, tous les sites qui étaient possibles, où il était possible de faire des barrages, ont été utilisés, donc on ne peut pas en faire plus. Et donc l'hydroélectricité représente à peu près 10% de notre consommation. Le problème, c'est que quand les glaciers alpins auront fini de fondre, avec ce qu'on disait tout à l'heure pour la sécheresse, on aura peut-être du mal à remplir les lacs des barrages hydroélectriques. Voilà. Donc c'est ça l'inconvénient pour l'hydroélectricité, c'est peut-être aussi, dans quelques temps, une difficulté, ça sera peut-être une difficulté pour produire beaucoup plus d'hydroélectricité. Le photovoltaïque. Alors photovoltaïque, c'est bien, c'est propre, encore que pour fabriquer les panneaux photovoltaïques et surtout pour les recycler, bon, on a quand même des soucis. Inconvénient du photovoltaïque, sa caractéristique, c'est qu'il faut des surfaces importantes, hein, pour avoir une quantité d'énergie suffisante. Donc le photovoltaïque, on peut imaginer, hein, et ça, on y pense déjà, mais on va par exemple sur le parking des greffières, on va faire des ombrières. On pourrait penser que toutes les zones, dans toutes les zones commerciales, toutes les zones industrielles où il y a des grands parkings, inciter les sociétés à faire des ombrières, et là on pourrait faire des surfaces importantes. Donc ça, ça reste à construire, hein. Les collectivités le font, mais ça serait bien de pouvoir inciter les entreprises à le faire sur des parkings d'entreprises. Et puis sur tous les bâtiments, alors ça se fait déjà sur les bâtiments des collectivités, hein, à chaque fois que l'on peut, on met des panneaux photovoltaïques, et là aussi, probablement on pourrait inciter à la fois les entreprises, mais également quand on crée des bâtiments nouveaux, on voit des bâtiments nouveaux qui se créent, et où il n'y a pas de photovoltaïque prévu, et peut-être que ça pourrait entrer dans le cahier des charges, alors je ne sais pas de quelle manière, ça pourrait entrer dans le cahier des charges des constructeurs. Alors, la méthanisation. La méthanisation, c'est quelque chose qui fonctionne, hein, qui fonctionne bien, qui est aussi une manière d'utiliser la biomasse pour produire du gaz, et à partir de ce gaz, produire de l'électricité. Ça fonctionne bien. L'inconvénient de la méthanisation, c'est qu'il y a une mauvaise image de marque. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est sale, que ça sent mauvais, que ça... Bon, ce qui n'est plus le cas. C'était vrai il y a 20 ans, ça n'est plus du tout le cas, mais il y a cette image péjorative qui reste, et c'est dommage. Parce qu'on pourrait fabriquer pas mal d'énergie à partir de déchets verts, à partir du bois, et ça pourrait être une source d'énergie non négligeable. L'hydrogène. Alors moi, je suis un fanatique de l'hydrogène, donc l'hydrogène, c'est l'avenir. C'est l'avenir, en sachant qu'il y a déjà des techniques qui sont au point. Par exemple, la communauté de ville de Dijon va, en 2023, mettre en route 35 bus à hydrogène.
qui seront alimentés par 2 méthaniseurs. Et donc, la technique existe, le matériel existe, ça coûte cher, ça coûte un peu cher. Ceci dit, la Banque des territoires aide beaucoup pour cet approvisionnement. Moi, je crois beaucoup à l'hydrogène, je crois beaucoup que c'est une énergie d'avenir, propre évidemment. L'hydrogène, il y a 2 conditions. Il faut beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité pour fournir l'hydrogène. Donc, il ne faut ne pas se cacher qu'il faudra quelque chose quand même pour fournir l'hydrogène. De l'eau, de l'électricité. Et il y a une société, je voulais vous montrer ça, il y a une société vendéenne qui a créé un modèle, donc c'est un modèle expérimental qui a été mis en place par Centrale Nantes, qui fonctionne, qui est au large de Saint-Nazaire, avec une éolienne, et qui utilise l'eau de mer comme ingrédient, bien sûr. Donc l'idée, ça serait pour nous, je pense, nous sommes en bord de mer, plutôt que de bâtir des centrales nucléaires, peut-être de réutiliser les plateformes pétrolières de la mer du Nord, qui ne servent plus à rien puisqu'il n'y a plus de pétrole quasiment dans la mer du Nord, réutiliser ces plateformes, les mettre au large, à 30 ou 40 km, donc pour pas que ça gêne les gens de l'île de Ré dans leur paysage, et les équiper d'éoliennes et prendre l'eau de mer pour fournir de l'hydrogène. Je pense que c'est quelque chose, moi j'aimerais bien que dans notre collectivité, on réfléchisse à ça. On a la capacité de faire ça, et peut-être avec des acteurs, avec le Grand Port Atlantique, avec le département, la région, peut-être financer ce type d'équipement. Alors, il y a les éoliennes, bien sûr, on en vient aux éoliennes, puisque les éoliennes, c'est quelque chose qui existe, qui fonctionne. C'est pas l'idéal, les éoliennes. Les éoliennes, il y a deux grands inconvénients. D'abord, pour les installer, il faut des surfaces de béton importantes, et donc, voilà, c'est pas totalement propre, quoi. Enfin, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le cahier des charges des opérateurs, il est prévu qu'ils remettent les endroits où ils ont installé des éoliennes, et au bout de 30 ans, qu'ils les remettent dans l'état où il était à l'origine. Donc ils détruisent ces plateformes, etc., et qu'ils remettent toutes en place. Et puis, bien sûr, bon, il y a c'est ce qui est évoqué par la Ligue pour les oiseaux, de protection des oiseaux, c'est peut-être un dommage sur les espèces d'oiseaux. Mais je crois, et il faut le reconnaître, la principale objection qui est faite aux éoliennes, c'est la présence dans le paysage. Et les gens, d'ailleurs, disent, la plupart du temps, on n'est pas contre les éoliennes, mais pas chez nous, parce que c'est pas beau. Voilà. Alors, on a vu qu'on n'a pas le choix, on est obligé de trouver des solutions. Nous, on a, au niveau de la communauté d'agglomération, choisi fait un certain nombre de choix. D'abord parce qu'on est dans le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Donc, je vous rappelle les 2 principaux objectifs. C'est la sobriété énergétique, c'est de diminuer nos consommations, nos productions de nos émissions de gaz de 30% d'ici 2030. Ça, c'est tout ce qui est fait sur les mobilités, sur l'isolation, etc. Donc, diminuer notre consommation, c'est important. Et puis, bien sûr, produire des énergies propres et renouvelables. Et là, on a un objectif qui est ambitieux, qui est de produire 34% de notre énergie dès 2030 en énergie renouvelable et propre. Le projet a été prolongé par le plan climat-énergie du territoire que je vous ai présenté il y a quelques mois, et qui met en avant les solutions. Les solutions, donc, qui sont ici, ce serait de créer entre 20 et 25 éoliennes sur la communauté d'agglomération, 130 hectares de panneaux photovoltaïques, pour les trouver, c'est beaucoup, et 3 méthaniseurs. Bon, voilà les solutions actuellement, c'est le plan qui est actuellement à l'étude. Je vous avais présenté le projet de plan au mois de mars, je crois, et ce plan sera voté le mois prochain par la communauté d'agglomération. Donc, on a les solutions. On sait, en tous les cas, on s'est déterminé pour un certain nombre de solutions.
Ce qu'il y a, c'est que ça a entraîné beaucoup de discussions au niveau des conseillers de la communauté d'agglomération. Je le disais à l'instant, il y a tous les gens qui disent « mais je ne suis pas contre les éoliennes, mais pas chez nous ». Donc si ce n'est pas chez nous, aujourd'hui, on est à 0 éolienne sur la CDA. Et donc, il faut faire quelque chose. Ça crée des tensions parce que, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué au départ, le choix d'implanter des éoliennes ne vient pas des élus ou des habitants, mais vient de l'État. C'est imposé par l'État. Voilà. Et c'est probablement ce qui crée une grande difficulté. Alors, les deux projets qui étaient prévus sur Saint-Médard, Saint-Médard est à la frontière de... Saint-Médard, c'était 4 éoliennes, les deux projets. Le conseil municipal de Saint-Médard s'est prononcé très clairement en disant qu'il voulait bien des éoliennes sur leur commune, mais pas à ces endroits-là. Donc il n'y a pas un refus. Eux, ils ne disent pas c'est bien chez les autres. Ils disent nous, on veut bien des éoliennes, mais pas à ces endroits-là. Donc la CDA a décidé de suivre l'avis parce que ce qui est en cause, c'est notre libre choix. Hein, comme je l'ai expliqué, c'est notre libre choix. Et la CDA, après son vote, a voté une motion. Une motion qui consiste à expliciter ce vote. Hein, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit interprété comme un recul, mais au contraire comme une avancée. Et je vous explique pourquoi. Donc, dans cette motion, voilà ce qui est dit. Hein. D'abord que la CDA est prête à faire une planification en elle-même sur son territoire. C'est ce que nous avons déjà en partie essayé de faire, mais il faut continuer à le faire. On a essayé de le faire dans le cadre du PCAET. Ça a été compliqué. Il y a des élus qui étaient dans le groupe majoritaire, qui se sont séparés du groupe majoritaire parce qu'ils avaient peur que, voilà, on leur impose des choses. Donc il faut revenir en discussion. Il faut revenir sur cela. Mais c'est vrai que le projet, il doit émaner du territoire. Et surtout, il doit faire participer les citoyens, parce que là aussi, ce sont les citoyens qui réagissent, et qui réagissent fort. Hein, ça, vous l'avez vu pour l'île de Ré, l'île de Léron, mais c'est vrai aussi hein, dans nos communes à nous. Hein, si le citoyen est mis devant le fait accompli, s'il ne participe pas à la décision, effectivement, il est vivement contre. Et puis, peut-être qu'une solution, justement, pour rendre plus acceptables ces éoliennes, c'est de faire en sorte que les habitants partagent cette énergie, c'est-à-dire qu'ils puissent bénéficier de cette énergie à des tarifs avantageux, et qu'ils soient donc impliqués et qu'ils aient des retombées directes des éoliennes implantées sur leur secteur. Et nous pensons que ça pourrait être une manière de faire mieux accepter. Alors pour ça, il y a un plan d'action. Hein, le plan d'action, c'est celui-là. Donc la CDA souhaite se prononcer sur tous les projets en cours. Donc on sait qu'aujourd'hui, c'est l'État qui décide, mais on veut donner notre avis et surtout être proactif et définir des procédures et définir des endroits où on va implanter les éoliennes et être même acteur en participant à des sociétés d'économie mixte pour mettre en place ces éoliennes. Et puis, il y a un gros travail d'information auprès des maires, auprès des conseils municipaux. Parce que c'est vrai qu'il faut que les conseils municipaux soient encore mieux informés et puis soient partie prenante. La difficulté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas le choix de dire « Ah ben non, c'est pas important, les énergies renouvelables, après tout, jusqu'à maintenant, ça marche bien ce qu'on fait. » Non, on est obligé de prendre des décisions. Donc, le fait de dire « non », je ne veux pas d'éoliennes, c'est pas une attitude démocratique. Ce qu'il faut, c'est dire « non », voilà ce que je propose à la place. Mais en aucun cas, on ne peut se contenter de dire « non », sans proposer autre chose. Donc, intégrer les conseils municipaux, les conseillers communautaires, où il y a encore du travail à faire, et puis surtout informer les citoyens et faire participer les citoyens à la décision d'implantation de ces éoliennes. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup Patrick pour cette présentation très exhaustive. Je ne sais pas s'il y a des réactions particulières. Philippe ?
Oui, si je pouvais juste poser une question, est-ce qu'on sait actuellement sur la CDA combien d'énergie verte on produit en pourcent? Tu as dit que pour 2030, c'était 34% l'objectif, mais actuellement, on produit un peu d'énergie verte. Est-ce qu'on sait combien? Voilà. Alors, non, enfin, moi, j'ai pas, en tous les cas, dans les informations que j'ai, je n'ai pas beaucoup c'est même sûrement une difficulté peut-être pour avoir une visibilité sur ce qu'il faut faire, ce qui reste à faire. Mais aujourd'hui, bon, on a vu qu'il n'y a pas d'éolienne. Il y a un méthaniseur qui est en devenir sur la CDA. Hein. Il y a des panneaux photovoltaïques, alors il y a Atlantec, hein, il y a des petites choses comme ça qui se font, mais on n'a pas non plus de... Non, on n'a pas... moi, je n'ai pas de chiffre à donner sur ça. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite, quoi. André? Oui, ben c'est ce que tu viens de dire. Il faut aller beaucoup plus vite. On est... Alors, Philippe, j'ai pas les chiffres, mais c'est peanuts actuellement ce qu'on produit sur nos territoires en énergie renouvelable. C'est quasiment rien. Alors qu'on affiche une grande ambition. La Rochelle, Lagor, territoire zéro carbone. On est très en retard par rapport à d'autres départements qui ont réussi à faire des éoliennes malgré ces difficultés, malgré aussi l'opposition. J'entends bien quelquefois l'argument du bruit, qui lui me paraît tout à fait recevable. Quand on refuse des éoliennes, ce n'est pas le cas ici, mais j'ai d'autres exemples, parce qu'il y a un dolmen qui est présent, ça me fait un petit peu sourire, parce qu'il y a des enjeux très très importants. Je ne suis pas un grand favorable au nucléaire, tu as indiqué en passant un petit peu sur les risques. Donc pour moi, c'est une ambition qu'il faut absolument développer. La démarche que tu proposes, que vous proposez, que propose la CDA, paraît complètement séduisante, mais elle arrive très très tard. Elle arrive à un moment, devant les difficultés politiques locales, devant les difficultés, les rejets par un certain nombre de communes qui vont sûrement continuer à exister. Donc très bien, on va faire ça, mais ça veut dire que dans 10 ans, on se retrouvera, pour certains, en disant toujours pas d'éoliennes sur le territoire de la CDA, et je trouve ça un petit peu dommage, même si je sais que le sujet est compliqué, difficile, etc. C'est un regret qui n'engage que moi, c'est tout à fait à titre personnel que je m'exprime, bien sûr. Oui, c'est aussi la rançon de la démocratie qui fait qu'on n'est pas dans un État dictatorial, c'est l'État de droit, et il y a la démocratie qui permet à chaque élu de s'exprimer, et c'est ce qui explique les difficultés rencontrées. Mais on va avancer, je l'espère, et on vous tiendra régulièrement informé de l'avancée de ce dossier. Et je ne vais pas vraiment changer de sujet, puisque je vais demander à Anne-Laure de nous représenter le plan de sobriété énergétique. Beaucoup de gens nous ont fait part de leur méconnaissance des dispositions qui avaient été prises par la commune, donc Anne-Laure va les représenter. J'avais une question, mais avant qu'Anne-Laure prenne la parole, juste une question adressée à Patrick. On a parlé du projet d'éolienne là, sur la commune de Saint-Médard, et qu'en est-il des autres projets, puisque dans le cadre du plan climat, il y a quand même 20 à 25 éoliennes d'implantation d'éoliennes qui sont prévues. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'implantation d'éoliennes oui. Au niveau de la CDA? Oui. Ils sont régulièrement déposés en instruction auprès du préfet. D'accord. Et à un moment, il y a une enquête publique, et c'est au moment de l'enquête publique que la CDA est consultée pour donner un avis. Donc pour l'instant, on connaît pas. Il n'y a pas encore eu d'autres projets qui sont arrivés, mais ça va venir régulièrement. Ça va arriver, d'accord. Merci. Bonsoir. Donc juste, moi, je voudrais dire en préambule qu'effectivement, le premier objectif pour réduire ces émissions, c'est la sobriété. Et comme le dirait l'association Négawatt avec un N et non pas avec un M, les meilleurs watts, c'est ceux qu'on n'utilise pas. Aujourd'hui, on a un objectif de neutralité carbone en 2040, voire 2050 à niveau national, pour atteindre 1,5 degré. La COP27 nous montre que ça semble très compliqué. Donc, c'est des efforts individuels, collectifs. Et j'invite tout le monde à réfléchir sur ses propres consommations. D'autant plus que Enedis nous a alertés et nous alerte en ce moment des problèmes de délestage qui risquent d'arriver cet hiver.
Et donc, avant d'arriver à ça, ça nécessite que chacun puisse avoir une politique de sobriété personnelle ou collective. Donc, à notre niveau, ce que l'on a décidé de faire, déjà, c'est de réduire la température de chauffage. Donc, au niveau des bâtiments qui sont les bâtiments de mairie, restaurants scolaires, centres sociaux, services techniques et médiathèques, le chauffage est baissé à 19 degrés. Ce qui est le cas aussi à l'école élémentaire, au niveau des salles municipales foot LTS. Et pour l'école maternelle, crèche, petite enfance et PMI, le chauffage est mis à 20 degrés. Concernant, non, j'ai pas tout à fait fini sur la slide. Au niveau de la salle polyvalente, c'est 16 degrés, sauf s'il y a vraiment des réservations, locations, en l'occurrence par exemple des mariages, tout ce qui est hors pratique sportive, qui sera à ce moment-là à 19 degrés. Au niveau des illuminations de Noël, on va supprimer les illuminations sur les voiries. On va maintenir certaines illuminations sur 2 sites de passage qui sont le rond-point Fief Rose et le rond-point de la salle polyvalente, et sur 5 sites dans les quartiers. 6 finalement. Bon. 5 ou 6, on verra, on confirmera la fois prochaine. Et puis sur les bâtiments publics, mairie, salle polyvalente, médiathèque. On conserve une animation au square des Échassiers. Au niveau de l'éclairage public, jusqu'à présent c'était de minuit à 6h et de 1h à 6h le week-end. Là on va descendre jusqu'à 22h, donc de 22h à 6h, y compris le week-end. On va conserver un éclairage sur le 8 mai sur les horaires du bus, donc de l'Hélico 3, donc à savoir de 1h30 à 5h. Et puis sur cette même axe, on va conserver l'éclairage au niveau des traversées, des feux du 8 mai. Et puis on poursuit évidemment le travail du passage en LED. C'est un coût important, mais l'idée c'est de vraiment augmenter ce passage en LED, en tous les cas d'accélérer cette transition, et avec une prévision de... Alors jusqu'à présent c'était 60 000 € par an sur 7 ans, et l'idée c'est d'accélérer encore ce passage en LED. Pour les panneaux publicitaires, évidemment, on incite, même si ça ne dépend pas de nous, l'extinction des panneaux publicitaires des enseignes lumineuses selon les dispositions législatives, donc de 1h à 6h. Et puis, concernant l'éclairage sur les bâtiments publics, il faut savoir qu'on a un gros programme de rénovation des bâtiments qui concerne l'école élémentaire, maternelle, restauration scolaire, crèche, centre socio-culturel. Donc là, de toute façon, le programme est engagé. On a un audit énergétique prévu sur la médiathèque. Et puis, on poursuit le passage en LED des bâtiments. Et avec une idée d'accentuer aussi l'effort d'investissement pour moderniser plus rapidement les bâtiments. On passe en LED l'éclairage du stade de foot, les équipements sportifs, tennis, squash, badminton, le LTS. On supprime les climatisations, sauf un local qui doit être utile en cas de plan canicule rouge. Et puis on passe l'eau froide sur les sanitaires, sauf sur les douches et locaux cuisine, tisanerie. Et enfin, on a une mise en place d'une charte interne des éco-gestes à la mairie pour les utilisateurs des locaux municipaux. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Merci Anne-Laure. Peut-être rappeler ce que les gens ne savent pas réellement, c'est qu'il y a un bouclier tarifaire qui s'applique aux citoyens, à nous tous consommateurs individuels, mais qui ne s'applique pas aux collectivités. Donc les estimations qu'on a de consommation d'énergie, de budget énergie, sont à multiplier par 4. Donc ça va avoir des impacts budgétaires, on en a déjà parlé régulièrement entre nous et on le verra bien lors de la présentation du budget. Le gouvernement, dans sa loi de finances, met en place ce qu'il appelle un filet de sécurité, mais reste à savoir si nous sommes éligibles, peut-être bien, mais pour autant qu'il ne comblera pas le delta financier causé par ce surplus énergétique. Et voilà, il fallait le préciser.
Merci beaucoup, Anne-Laure. Du coup, on va faire le point sur des travaux. Oui. Donc, Philippe Guinoir va nous faire une information sur les travaux du pont de la Descendrie et les travaux du chemin du Fief de Baron. Oui, alors vous avez dû remarquer qu'il y avait des travaux en cours sur la commune et plus particulièrement dans le secteur de la Descendrie. Donc là, il y a des travaux qui sont à 2 niveaux. Là, la photo du bas, donc c'est le pont de la Descendrie. On va refaire la chaussée supérieure, revoir la structure du pont, refaire les rambardes. Et donc, ça va nécessiter la fermeture du pont. Alors, il y a eu déjà des travaux qui ont commencé sous le pont, au niveau de la rocade. Donc, on était accompagné de la DIRA à ce moment-là pour fermer et sécuriser une voie de la rocade pour pouvoir intervenir, que l'entreprise intervienne en dessous. Ils ont travaillé déjà sur 2 nuits. Je crois qu'il y a encore une 3e nuit qui est prévue pour ces travaux. Donc c'est des fermetures simplement d'une voie de la rocade, période nocturne. Hein. Je n'ai plus exactement les horaires. Par contre, à partir de mardi prochain, ça c'est sûr, le pont est fermé. Voilà. Il est fermé totalement à la circulation totale de tout le monde, y compris les piétons, y compris les cyclistes. Parce qu'en fait, non seulement on refait bien évidemment la surface de la chaussée, mais on remplace, enfin on répare, on va dire, les rambardes, donc on va les démonter, donc il n'y aura plus de rambardes. Donc il n'est pas question de faire passer qui que ce soit. Donc ça va être fermé pendant normalement 1 mois. On espère que avant les vacances de Noël, c'est terminé. Pour 2 raisons, c'est qu'à partir du 15 décembre, l'entreprise est en vacances. Et donc, si elle n'a pas fini, ça se reportera après les vacances de Noël. Donc, normalement, c'est prévu que ça soit fini avant, sauf intempéries qui peut arriver en ce moment. Des journées d'intempéries qui empêchent les entreprises de travailler. Ça me permet de rebondir sur la rue du Fief de Maran. Donc la fermeture du pont, quand même, pour terminer, ça veut dire des déviations aussi pour une desserte de bus qui passera plus par le pont de la Descendrie, etc. Donc tout ça va être géré par l'entreprise en termes de déviation. On a mis en place des panneaux d'information déjà, mais voilà. Autre information, donc c'était le chemin du Fief des Marans, qui est dans la continuité du pont de la Descendrie quand on passe vers La Rochelle. Et donc on refait la chaussée entièrement sur ce secteur-là. Et là, donc c'est simplement sur l'avancement des travaux. Donc tout se passe bien. Il n'y a pas de retard pour l'instant, malgré 3 ou 4 journées intempéries. Mais pour l'instant, tout va bien. Là, vous voyez, c'est la bordure côté Lagore qui a été coulée en béton, donc qui continue, qui longe toute la voie et qui va séparer le trottoir et la noue un peu plus haut de la chaussée. Donc, ce sera une chaussée limitée à 30 km/h avec des écluses. Voilà, tout va bien pour l'instant. Fin des travaux, je ne sais plus, mars. Ah non, c'est pareil, fin des travaux, fin d'année. Voilà, excusez-moi. Non, parce qu'avec Pulberon, c'est pas trop. Non, je plaisante. Non, tout va bien. Et donc, c'est des travaux effectivement en commun avec la ville de Pulberon, parce que sur la photo, côté gauche, c'est Pulberon, et côté droit, c'est Lagore. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, dernier point d'information, c'était des fêtes de Noël placées sous le signe de la sobriété, mais aussi de la fête. Josiane, nous dire un petit peu ce qui se prépare à Lagore. Alors bonsoir. Alors la municipalité de Lagore vous présente son Noël blanc, douceur et tendresse. Le mois de décembre est un mois avec des rendez-vous à ne pas manquer. Et pour le partage, voici quelques dates. Pour ne pas oublier, je vais me permettre de prendre appui sur mes notes. Donc le 2 décembre, vous avez une association des parents d'élèves qui va donc faire son loto. Le 3 décembre, il y a la médiathèque qui fait un atelier pour Noël. Vous avez Voici Voilà qui aura le 3 décembre à l'église de Lagore leur chant à 17h. Le 14 décembre, vous avez le tennis de Lagore qui rencontre le Père Noël de son club. Caponis qui fait également le 14 décembre un petit moment convivial et sucré pour ses membres. La famille École de musique se retrouve le 14 décembre
aussi pour se retrouver en tant qu'adhérents et famille. Et il y aura une audition de Noël par l'école de musique le samedi 17 décembre. Le centre socioculturel, lui, va faire un marché de Noël du 12 au 17 décembre dans ses locaux, l'après-midi. Vous avez le 13 décembre, Noël cordon bleu par les papis-mamies pour les papis-mamies, toujours au CSC. Le 16 décembre, il y a une soirée guinguette Noël, donc venez nombreux aussi pour faire la fête. L'association Kalinka prépare un Noël, mais la date, nous ne l'avons pas précisément, c'est décembre ou janvier, je n'ai pas encore les dates. Les comités de quartier, fête Noël. Alors, pour ce qui est de Noël blanc, la municipalité est ravie de voir sa commune qui est active avec toutes ses associations et ses rendez-vous. Et nous, pour ce Noël de cette année 2022, ce sera le jeudi 8, le vendredi 9 et le samedi 10 décembre, des dates à retenir, puisque le Père Noël Lagordais sera là pour petits et grands. L'objectif, c'est partager et faire ensemble, démultiplier de la joie et du sourire, et c'est un Père Noël de notre temps. Il y a quelques petites surprises qui se feront dans les rues de Lagorde. La base est blanche, avec des contraintes du moment. L'éclairage des illuminations, comme vous l'avez déjà entendu, sur une amplitude avec les éclairages de la commune. Le LED va prendre sa place aussi pour ce Noël blanc. Et comme beaucoup d'histoires, tout commence par un esprit d'équipe et de savoir-faire pour l'installation des illuminations et des objets. La mairie, la médiathèque, la salle polyvalente seront parées de blanc. Vous découvrirez également 2 structures en entrée de ville qui s'illumineront comme un mot de bienvenue à Lagorde, Fief Rose et au Fief des Jarries. Dans vos quartiers, découvrez vos mini-forêts, 6 mini-forêts avec un début de décoration par nos agents de la commune, la base de blanc sur l'ensemble de nos bâtiments et lieux de quartier, une mini-forêt avec des sapins en palette recyclés qui prennent petit à petit la place de sapins naturels, encore un peu présents cette année, 4-5 par mini-forêt. Une touche de couleur par mini-forêt, petit rappel de notre logo Lagordais. Une énergie commune, la volonté qui est celle d'offrir partage, envie, dynamique et bonheur pour tous. Juste pour information, vous pouvez prendre dans vos quartiers le square au Beaupin, au Lignon, blanc-rouge, l'église du blanc-blanc. Le square des Échassiers sera vêtu de blanc et de bleu. Le City au niveau du parc City sera blanc-violet. Atlantec, blanc-vert. Rue Thureau, côté Vendôme, blanc-orange. Nous invitons les habitants du quartier, comités et associations pour y ajouter leur décoration dans le thème annoncé, en sachant que le 5 et 6 décembre, comme les années passées, les enfants des écoles viendront décorer la mini-forêt du square des Échassiers et de l'église. Vous êtes les bienvenus pour compléter avant le passage du Père Noël le 8 décembre sur ces 2 points également. Une boîte aux lettres sera remise à disposition pour nos enfants, pour les enfants au kiosque. Sur les 3 jours, venez à notre rencontre, participez avec nous, vous êtes nos invités. Vous allez me dire à quel moment? Eh bien, jeudi 8 décembre, le matin, commerce centre-bourg, mairie et quelques rues. L'après-midi sera consacré à nos anciens dans les maisons de retraite, les EHPAD. Cette année, nous serons accompagnés par un des musiciens de l'école de musique qui sera à nos côtés. Nous irons également voir les enfants de l'école Fénelon et les commerces du Fief Rose. Le vendredi 9 décembre, lors de votre marché, vous aurez à votre rencontre notre Père Noël. Il y aura un accueil qui sera fait par la guinguette du centre social culturel, qui sera habillé de blanc pour cette période, et on vous offrira une boisson chaude. Le Père Noël ira également à la rencontre des Lagordais, Lagordaises, des commerçants sur le marché, dans ces commerces des oiseaux de mer. Le Père Noël fera un passage au relais petite enfance pour ensuite faire un petit tour, je ne sais où, mais on le retrouvera. Et j'espère vous rencontrer également. La commission comme les élus vous retrouveront à 12h pour le moment convivial qui sera offert par l'association des oiseaux de mer, le centre social culturel et le comité de l'Ermitage qui se joignent à la municipalité pour offrir de délicates attentions. À 13h15, le Père Noël ira à la rencontre des élèves de l'école élémentaire Trail des filles et des animateurs. Le Père Noël également ira voir vers 15h les enfants de la maternelle et ses encadrants qui accueillent comme chaque année avec la même joie le Père Noël pour un petit moment de bonheur, de joie et d'émotion. À 16h30, retrouvez-nous pour le goûter réservé aux enfants des écoles avec le bon magique du vendredi. L'association des oiseaux de mer et la municipalité offrent le goûter. Nous serons rejoints par les animateurs du périscolaire avec vos enfants pour ce goûter. Le centre social culturel sera présent en vous offrant des compléments pour ce goûter de Noël, comme des flocons de neige, la barbe du Père Noël et quelques surprises. Vous nous retrouverez
pour 19 h, et nous vous retrouverons à 19 h à la médiathèque. L'école de musique Harmonie Sainte-Cécile vous offrira un concert de ce Noël blanc. Venez nous retrouver à ce moment, il y aura rencontre et échange après ce concert. Samedi 10 décembre, la matinée commencera par un passage commerce du Fief Rose, côté Leclerc, avant d'aller prendre une boisson chaude rue Thureau, côté comité de Vendôme et ses habitants du quartier. Ensuite, Cap-Nice, pour 10h30 à peu près, le club avec les petits nous attendent comme chaque année. Direction tennis club, ensuite vers 11h, 11h15, un match attend le Père Noël. Et nous irons visiter nos collègues et visiteurs de la médiathèque sur cette fin de matinée pour finir vers le kiosque. La reprise sera à 14h, nous vous y attendons. Vous êtes tous invités à la salle polyvalente pour le spectacle. Donc la première information, c'est que la décoration sera faite par les services techniques dans cette salle. Rien que pour ça, déjà, venez, parce que cette décoration a impliqué du temps. Et franchement, c'est à voir, c'est un bon moyen de promenade. Un travail qui demande du temps et de la collaboration de beaucoup pour ce cocon spécial Père Noël. Création, nouveauté, travail pour vous, enfants et habitants la Gordet. Vous découvrirez et vous resterez pour faire la fête avec nous. Il y aura des séances photos. L'association Enjoy nous réserve une surprise. Des ateliers, soyez curieux. Il y aura 2-3 ateliers. Il y aura un espace vente pour se désaltérer ou grignoter par l'association des parents d'élèves SCPE. À 15h, nous aurons un spectacle, donner un spectacle. 16h30, nous aurons le goûter des enfants par des écoles de la Gore, offert par la boulangerie Botti et la municipalité. Nous aurons une jeune soliste qui nous accompagnera. 17h15 environ, l'association Voici Voilà se fera un plaisir de vous embarquer dans les chants de Noël. Nous fermerons les portes vers les 18h et nous aurons le plaisir de se retrouver pour d'autres événements. Je ne peux pas terminer sans remercier sincèrement de la part de l'équipe animation pour votre aide, votre participation en amont, votre préparation, votre accompagnement, l'ensemble des acteurs, que vous soyez bénévoles, associations, comités, la Gordet ou la Gordet. Cet événement de fin d'année est une invitation à se retrouver pour un moment chaleureux. Il n'est pas réservé à une population particulière, il était une invitation à toute la population. Il y a des petites mains tout au long de l'année pour la couture, la déco, que je remercie également. C'est pour vous des événements. Venez, la porte est ouverte toute l'année. Merci de votre aide, votre présence. Vous pouvez vous joindre à nous, animation@lagore.fr, si vous souhaitez nous rejoindre. 2023 est en cours de programmation. Nous vous attendons. Vous êtes nos ambassadeurs et ambassadrices pour donner la joie et la dynamique de la commune. Venez nombreux. Merci beaucoup. Là aussi, présentation très complète. Nous allons passer dans l'ordre du jour proprement dit. Il y a les traditionnelles informations sur les décisions de marché public et les engagements supérieurs à 4 000 €. Vous en avez pris connaissance. Il s'agit de l'achat de végétaux pour l'aménagement du chemin du Fief de Marans, dont parlait Philippe Guinoir tout à l'heure. L'acquisition d'une balayeuse de voirie, ce qui n'est pas un mince achat. L'achat de 10 corbeilles de voirie en acier galva, l'installation d'un automatisme sur le portail coulissant de la salle polyvalente, la fourniture et la pose d'une clôture rigide de 2 mètres sur 10 à la salle polyvalente et l'achat de 30 bornes accroche vélo. Voilà. Je vais juste confirmer que la balayeuse, elle remplacera l'ancienne. On n'aura pas 2 balayeuses par la suite. Oui. Elle la remplace, oui. Parfait. Nous allons ensuite passer à la première délibération. C'est Bruno Martin qui va nous présenter le projet de recensement de la population lagordaise en 2023. Oui, et c'est bien de parler de projet parce qu'en fait la délibération elle fait état effectivement du recrutement de 20 personnes et c'est là-dessus où on va statuer tout à l'heure et puis de la tarification pour laquelle on va les rémunérer et c'est ce que vous allez approuver dans quelques minutes. Il paraissait intéressant et plutôt bien de pouvoir faire un point sur le recensement.
Donc le recensement sur la commune de la Gore n'a pas eu lieu depuis 6 ans. Il devait avoir lieu en 2022, mais cause Covid, il a été reporté en 2023. Et un recensement, en quoi ça a du sens? Ça a du sens pour connaître l'évolution de notre population sur notre territoire. Ça, c'est un élément incontestable. En 2017, le recensement avait démontré que la population avait baissé. On a le sentiment très certain, malgré tout, même si c'est un sentiment, que la population va augmenter. Ça permet effectivement de connaître un peu les caractéristiques de notre population en âge, au niveau de la profession, au niveau des moyens de déplacement utilisés et des conditions de logement. C'est des exemples qui me semblent importants de prendre. Ça permet aussi, et c'est relativement important, de définir les moyens de la commune. Vous n'êtes pas sans savoir que la commune reçoit de l'État la dotation globale de fonctionnement. On parle souvent de DGF, et André Turcot ne sera pas là pour me mentir, et cette DGF est calculée en fonction du nombre d'habitants sur notre territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la population et le nombre d'habitants sont inscrits dans 350 textes réglementaires sur l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement de la France. Et ça permet effectivement de déterminer un certain nombre de choses. Alors, je peux prendre d'autres exemples. Ça permet de définir le nombre de pharmacies par commune. Et en fonction du nombre d'habitants, il y a plus de pharmacies. Donc, quelqu'un qui voudrait créer une pharmacie, si on n'est pas dans le bon nombre, il ne peut pas créer de pharmacie. Et sur la Gore, actuellement, on détient 2 pharmacies. On ne pourrait pas en avoir une 3e. Ça permet de définir le nombre d'élus au conseil municipal, ça permet de déterminer aussi les modes de scrutin. Bon, je peux comme ça effectivement dérouler un peu plus que ça. Ça permet aussi à la collectivité de prendre des décisions appropriées à l'évolution de sa population. On a ouvert très récemment plus de places en crèche, c'est parce que la population a évolué. Donc de connaître plus parfaitement effectivement le nombre, ça permet de clarifier les choses. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. Dans l'organisation, il y a eu une inversion dans les diapos. Simplement, non, mais c'est pas grave, tu peux revenir dessus. Voilà. Le recensement relève de la responsabilité de l'État, c'est important. C'est l'État qui organise et qui contrôle. Néanmoins, c'est la commune qui prépare et qui réalise la collecte. C'est important de le savoir. Je veux dire, on est un peu les petites mains, mais néanmoins, c'est important qu'on fasse ce travail-là parce que ça va nous profiter au niveau de notre collectivité. On peut passer à la diapo suivante, Yann, merci. Donc avant la collecte, et ce soir on va statuer effectivement sur le nombre d'agents qu'on va être dans l'obligation de recruter pour pouvoir assurer cette collecte. On découpe le territoire en une vingtaine de districts, c'est comme ça que l'INSEE appelle ça, et c'est des divisions des IRIS. La population française est divisée, ou le territoire français est divisé en IRIS, et dans les IRIS, il y a un certain nombre de districts, donc 20 districts actuellement sur le territoire de la Gore. Donc 20 agents recenseurs vont être recrutés pour permettre d'assurer correctement ce travail-là. Donc pendant la collecte, et ce qu'il faut savoir, c'est que le recensement démarrera, et c'est une obligation légale, le 3e jeudi de janvier en 2023, et le 3e jeudi de janvier en 2023, c'est le 19 janvier. Donc, voilà, donc le recensement va démarrer le 19 janvier, sachant que les agents chargés du recensement vont distribuer dans les boîtes aux lettres quelques jours avant l'information comme quoi le recensement va être lancé. L'information va passer sur les réseaux sociaux, on va mettre un certain nombre d'affiches, donc globalement la commune va être couverte d'un certain nombre d'informations. Donc pour les Lagordais, 2 possibilités, soit de répondre au questionnaire en ligne, ça fait partie des possibles, et l'objectif de l'INSEE, c'est que 50% de la population renseigne en ligne, et puis les 50 autres auront la possibilité de remplir sur papier. Ce qui est important de savoir, c'est que les données qui vont être, et il faut le dire aux Lagordais, c'est que les données restent confidentielles, elles ne sont pas revendues, elles ne sont pas utilisées outre ce qu'elles peuvent être utilisées. Donc il y a vraiment un respect de la confidentialité, ça c'est relativement important. L'autre image, Yann ? Pardon. Après la collecte, alors globalement, il y a un élément administratif, c'est que le maire signe l'ensemble des résultats, des fiches retenues, et que la commune envoie tous les questionnaires à l'INSEE, et l'INSEE qui est implanté sur Poitiers aura en charge de tout comptabiliser pour pouvoir nous donner dans quelques mois effectivement les éléments qui nous seront importants pour nous
pour effectivement donner une orientation un peu différente ou améliorer effectivement nos projets. Là, ce que j'avais à dire ce soir, moi, ça me paraît important. La situation et de ce qu'on va statuer ce soir, c'est effectivement la décision de recruter 20 agents recenseurs. Donc, c'est indiqué dans la délibération. Et la rémunération nette des agents recenseurs, alors c'est évalué à l'enquête. Donc, c'est 1,80 € par bulletin individuel, 1,20 € par feuille de logement recensée et 150 € par forfait dans le cadre de la formation et des déplacements des personnes sur le territoire. Voilà ce qui est important de valider ce soir pour qu'on puisse effectivement lancer le recensement 2023. Donc il y a une petite modification, Bruno, par rapport à la délibération qui avait été envoyée au conseil municipal. C'est 20 agents, au lieu, 20 personnes au lieu de 18. 18, oui. Voilà, c'est ça. En fait, on a constaté qu'il y avait, on a affiné qu'il y avait une nécessité d'avoir 20 districts et pas 18 districts. Très bien. Alors malheureusement, ce recensement aura lieu en 2023 et comme il faut compiler tout le territoire pratiquement, on n'aura les résultats qu'en 2024 et avec un effet sur nos finances peut-être qu'en 2025. Voilà, bon, comme ça. Ouais. Et malheureusement, c'est pas rétroactif. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, Philippe. Je voulais savoir comment s'effectuait le recrutement, voilà. Comment les jeunes, c'est des jeunes souvent qui répondent à ça, j'imagine. Non, pas spécialement. Non. Ça peut être des jeunes, ça peut être des moins jeunes, ça peut être des retraités, ça peut être des demandeurs d'emploi, ça peut, voilà, globalement. Donc, on a eu un petit peu de mal, je ne vais pas vous le cacher, effectivement, à avoir le nombre d'agents. Oui, c'est fait, il faut largement anticiper, hein, donc c'est en cours, mais les recrutements ne sont pas effectués, mais bon, on est dans la démarche. Donc voilà, donc c'est jeunes, 20, 25 ans, intermédiaires, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans un public qui est en possibilité de travailler sur notre territoire. Et des personnes qui peuvent avoir 65, 70 ans. Hein. Et pas obligatoirement délagordés. Globalement, il y a quand même 75% de candidats qui sont lagordés. Alors mettez bien votre micro quand vous exprimez, parce que c'est la seule trace pour l'enregistrement. J'entends bien, mais faites attention à ça, parce que sinon c'est pas enregistré. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Merci. Alors pour des raisons personnelles impératives de dernière minute, je suis obligé de quitter ce conseil. On avait prévu les choses avec Bruno. Le quorum est toujours maintenu. Comme le veut le règlement, c'est Bruno, le premier adjoint, qui va assurer la présidence du conseil. Et je donne mon pouvoir à Anne-Laure Griveaux. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de séance. Merci, monsieur le maire. Donc, on va reprendre effectivement le déroulé du conseil municipal. Voilà. Donc, prochaine délibération, c'est la délibération numéro 2. C'est une délibération qui me concerne encore directement, donc je vais la présenter. Je vais en présenter que 2 autres ce soir. Donc, c'est une délibération très simple et très classique, comme d'habitude. Hein. Ça concerne la création de postes. Il s'agit effectivement de créer un poste pour un agent de la collectivité qui a une promotion interne. Donc, je vous propose de créer le poste de responsable du secteur élémentaire adjoint au responsable enfant-jeunesse, c'est-à-dire qu'il a eu une promotion et il faut créer au prochain conseil municipal ou au conseil suivant, on détruira le poste qui est occupé à ce jour. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération ou pas? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, votez à l'unanimité. Merci à vous. Une autre délibération qui concerne la création d'un poste d'agent polyvalent du bâtiment et de logistique. Il s'agit effectivement de remplacer un agent qui est en disponibilité depuis 6 mois. Donc, pour pouvoir effectivement assurer son remplacement, on a besoin de créer un poste nouveau. Et je vous propose de créer un poste d'agent polyvalent bâtiment et logistique. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou pas? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, votez
à l'unanimité. Merci à vous. Je vous propose la délibération numéro 5, non 4, pardon, excusez-moi, oui, il faut que je commence à faire une bêtise. Voilà, je voulais, excusez-moi Samantha. Donc une délibération qui concerne une convention de partenariat avec le collège Jean Guiton. Et je propose à Samantha Chervé de la présenter. Il faut que je ferme mon... Merci, merci beaucoup. Ben oui, on ne va pas passer à côté de cette délibération. Effectivement, comme son nom l'indique, donc c'est une convention qui scelle notre partenariat avec le collège Jean Guiton pour notamment les interventions de Théo, notre responsable jeunesse, donc au sein de l'établissement. Donc cette convention, elle a plusieurs objectifs, notamment renforcer les partenariats éducatifs en direction des jeunes, rencontrer les jeunes de notre territoire, contribuer à la coéducation et au vivre ensemble, et puis permettre de mettre en œuvre des actions de citoyenneté, et notamment la mise en place du conseil municipal des jeunes. Donc vous savez, ce n'est pas une surprise, notre projet politique jeunesse implique d'aller vers les jeunes sur le territoire pour cerner leurs besoins, leurs attentes, et donc intervenir au sein du collège qui accueille un grand nombre de jeunes lagordais, à savoir 226 exactement sur le collège. Eh bien, c'est une étape importante pour mettre en œuvre notre projet politique jeunesse. Je vous parlais des actions de citoyenneté qui peuvent être mises en place, notamment le Conseil des jeunes, et donc je vais me permettre, dans le cadre de cette délibération, de vous faire un petit point d'étape sur où est-ce qu'on en est sur la mise en place du Conseil des jeunes, puisque ça y est, ça démarre. Il est en cours de lancement, et donc on prévoit... le Conseil des jeunes, je vous rappelle brièvement que c'est une assemblée consultative citoyenne permettant aux jeunes de participer et de s'impliquer dans la vie de leur commune, de défendre leurs idées, leurs envies, de porter des projets. Et donc voilà, on est fort de notre première expérience, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et donc on relance cette dynamique. Et on est en train de constituer le Conseil des jeunes. Pourquoi je vous parle du Conseil des jeunes dans le cadre de cette délibération? Parce que le Conseil des jeunes sera constitué, donc pour cette nouvelle version, de 16 postes proposés exclusivement, je vais y arriver, aux collégiens de la 6e à la 3e, à raison de 4 postes par niveau, et autant que de faire se peut, avec une parité filles-garçons, ça serait l'idéal. J'en profite quand même si là c'est une convention avec le collège Jean Guiton, pour préciser qu'au-delà de notre convention, le Conseil des jeunes est ouvert à tous les Lagordais, donc les résidents de Lagorde, tous les jeunes collégiens, qu'ils soient scolarisés au collège Jean Guiton ou dans un autre établissement, évidemment. Donc on lance... là, en ce moment, plusieurs campagnes d'information, enfin une campagne d'information. On est intervenu avec Théo avant-hier au collège Jean Guiton, pendant la pause méridienne, pour présenter le Conseil des jeunes, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi, comment ça se passe, etc. Et puis on organise là, le 2 décembre, le vendredi 2 décembre, ici même à la salle de la médiathèque, à 18h30, une réunion publique d'information à destination des parents et des jeunes collégiens lagordais pour leur présenter le Conseil des jeunes. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on vous recevra ici pour les jeunes collégiens qui nous regardent aujourd'hui et qui nous écoutent, et leurs parents, pour vous présenter le Conseil des jeunes et ce qu'on y fait. Si besoin de plus amples informations sur le Conseil des jeunes, tous les éléments seront disponibles sur le site de la mairie qui est en cours d'actualisation, donc sur l'onglet Actualité Jeunesse, dans la rubrique Conseil des jeunes. Évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aussi contacter. Un plaisir de vous répondre. Les candidatures sont ouvertes là actuellement, et la date limite pour candidater au Conseil des jeunes de Lagorde est le 6 décembre prochain. Les élections du Conseil sont prévues le 12 janvier prochain. Et voilà, donc pour permettre à Théo d'intervenir sur le collège, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire, s'il vous plaît, à signer la présente convention de partenariat avec le collège Jean Guiton et tous les documents qui s'y affairent. Merci Samantha. Je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions particulières, complémentaires, ou une information complémentaire? Oui. Juste Magali. une question, les votants, c'est aussi les collégiens? Oui,
Je confirme que les votants sont des collégiens et que les votants sont même par niveau. En fait, les 6e ne peuvent voter que pour des 6e, etc. Donc oui. 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 Et alors, comment les collégiens qui ne sont pas de Jean Guiton votent? Alors, les collégiens qui ne sont pas scolarisés au collège Jean Guiton et ceux qui le sont aussi sont conviés le 2 décembre pour la réunion publique, mais c'est pas comme ça qu'ils votent. Oui. Effectivement, les élections se feront au collège parce que c'est là où on a le plus de collégiens Lagordais, évidemment. Par contre, il est prévu un vote par correspondance à la mairie directement ou auprès de... Enfin voilà, à la mairie directement, puisqu'il y aura une urne à cet effet pour permettre aux collégiens scolarisés ailleurs de pouvoir voter. Voilà. Ils peuvent aussi candidater auprès de Théo sur le site de la mairie et on a un guide de l'électeur voilà, qui sera remis le 2 décembre pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, simplement rappeler pour les élus, lors de l'installation du conseil municipal des jeunes, il est prévu un petit déjeuner avec eux, donc, si j'ai bien compris les choses, qui permettra effectivement de faire un lien entre les élus du conseil municipal classique et les futurs élus du conseil municipal des jeunes. C'est exactement ça. Voilà. Donc il est prévu que les jeunes soient élus le 12 janvier prochain, donc sur le temps de pause méridienne. Donc voilà, il n'y aura pas l'équipe municipale évidemment, mais dans le courant du mois de janvier, dès qu'ils sont élus, la mise en place du conseil des jeunes se fera en présence, si possible, des élus municipaux, de nous-mêmes, de nous tous. On sera conviés à un petit déjeuner de présentation des jeunes élus, voilà, pour leur permettre d'intégrer notre équipe. Voilà, je vais vous proposer de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci à vous. Donc, je propose qu'on passe à la délibération numéro 5 qui concerne une convention d'assistance technique générale proposée par le syndicat départemental de voirie. Et je propose à Philippe Guinoard de nous la présenter. Merci. Oui, merci, monsieur le maire remplaçant. Voilà, donc la délibération numéro 5 concerne effectivement une assistance technique du syndicat de voirie. Vous savez qu'on sollicite de temps en temps un syndicat de voirie à la fois pour des études mais aussi pour des travaux sur la commune. Et là, dans le cadre de cette convention, le syndicat de voirie propose d'assister la mairie à 2 niveaux, une assistance technique et administrative, pour un coût de forfaitaire de 600 € par an. Voilà. Et puis une deuxième ordre de mission qui est la production d'un diagnostic voirie recensant donc à la fois la géométrie, l'état des structures de chaussée, etc. Diagnostic qui a déjà commencé par le syndicat de voirie, mais il y a des choses encore à voir. Et donc cette mission de production de diagnostic se ferait pour un montant global de 6 500 € par an. Donc voilà. Juste pour information, le dernier diagnostic qui a été fait par le syndicat de voirie a mis en évidence que l'état des chaussées était particulièrement en bon état. Ça a été une bonne surprise, ce qui se justifie par le fait que, même si beaucoup de gens s'en plaignent, certains traitements de chaussées qu'on fait chaque année, qu'on appelle le point-à-temps, c'est-à-dire que c'est des périodes où on va mettre sur les fissures des chaussées un enrobé et des gravillons par-dessus. Pendant un certain temps, il y a effectivement des gravillons, le temps que ça agglomère. En fait, le fait d'avoir fait ça depuis 10-15 ans quasiment sur la commune, d'entretien annuel des chaussées, fait qu'on a des chaussées plutôt en bon état. Il y a très très peu de chaussées à reprendre dans leur, je dirais, structure globale. Il y a des revêtements, bien évidemment, de surface à revoir, des choses comme ça. Mais la structure support, je dirais, de nos chaussées est plutôt en bon état. Voilà, donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et c'est ce genre de diagnostic qui nous permet de définir ensuite comment on peut investir dans les travaux d'aménagement et d'amélioration des voies de la commune. Il y a un dernier service, enfin une dernière mission que peut proposer aussi le syndicat de voirie. C'est la production d'actes de gestion concernant donc les arrêtés de circulation, les autorisations de permission de voirie et les arrêtés d'alignement. Chose qu'on fait actuellement en interne pour la plupart du temps, mais effectivement on peut solliciter
si notre surcharge le nécessite, de faire appel au syndicat de voirie pour ces éléments-là, à raison de 25 € par acte de gestion et 50 € par arrêté d'alignement. Voilà les tarifs proposés dans la convention donc, entre la ville de Lagor et le syndicat départemental de la voirie. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'assistance technique générale proposée par le syndicat de voirie et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante dont vous avez l'ensemble des éléments joints à la délibération. Merci. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ou des éléments complémentaires? Non. Qui s'abstient? Qui vote contre, pardon. Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci Philippe. Juste pour information, c'est le syndicat de voirie qui nous accompagne dans les études de la rue du Fief des Marans, par exemple. Voilà. Merci. Une délibération importante qui concerne le logement qui va être présentée par Brigitte Lacarrière, donc qui est la politique territoriale d'équilibre de peuplement. Et ce soir, on doit donner un avis sur le plan partenarial de gestion de la demande et de l'information du demandeur du logement social. Merci Bruno. Alors, je vais donc vous parler du plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs de logements sociaux, donc qui est l'aboutissement de plusieurs lois successives qui ont été modifiées, qui ont modifié la gestion et la politique d'attribution de la demande locative sociale. Donc il y a la loi Allure, l'accès au logement et à un urbanisme rénové, la loi LEC, qui est la loi Égalité et Citoyenneté, la loi Élan, loi sur l'évolution du logement et de l'aménagement et du numérique, la loi 3DS, la dernière, du 21 février 2022, qui est relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique locale. Donc c'est ces multiplications de lois qui font qu'aujourd'hui, nous arrivons à la création de ce plan. Donc pourquoi un plan sur le territoire de la CDA de La Rochelle? Tout d'abord, c'est la CDA qui est le chef de file sur notre territoire du logement sur notre territoire. Et donc, c'est la CDA qui pilote ce dossier. Donc, tout cela pour se doter d'un outil qui nous permette de consolider les règles et les processus communs pour garantir dans l'attribution des logements sociaux et pour garantir l'équité d'accès de chaque demandeur à l'ensemble des parcs de logements sociaux du territoire et favoriser ainsi la mixité sociale. Avec un but certain, c'est de simplifier les démarches des demandeurs de logements sociaux, d'instaurer un droit à l'information et de favoriser l'égalité des chances et la mixité sociale. Donc définir le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs de logement social définit les orientations et les actions destinées à assurer une gestion partagée des demandes de logements sociaux. Pour cela, nous sommes adhérents à l'AFIPAD, qui est un fichier partagé sur le département, et chaque demandeur a un numéro unique d'enregistrement qui peut consulter, on peut voir l'évolution de sa demande. Simplifier l'enregistrement de la demande, donc le numéro unique est déjà un premier pas vers la simplification. Satisfaire le droit à l'information du demandeur et mettre en place un service d'information et d'accueil du demandeur. C'est ce que nous sommes en train ce que nous allons mettre plus en avant dans les prochaines semaines. Apporter plus de transparence et d'équité dans le processus d'instruction de la demande et mettre en place un système de cotation de la demande de logement social pour justement plus de clarté et plus d'équité dans la façon d'attribuer dans l'attribution des logements. Les orientations sont déclinées en 4 volets. Donc le volet numéro 1, ce dont je vous disais à l'instant, c'est l'information et l'accueil des demandeurs de logement social. Le volet numéro 2, c'est le dispositif de gestion partagée de la demande,
donc nous sommes adhérents à la FIPAD, donc déjà nous avons déjà cette fonction. Le suivi des ménages en difficulté et les demandes de mutation. Et le volet numéro 4, la mise en place d'un système de cotation de la demande et ses modalités de mise en œuvre. Donc ce sont les 4 volets principaux que nous allons avoir à mettre en avant et que nous allons retravailler dans les commissions de ce plan. Parce que voilà, le plan, il est vivant, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va faciliter l'accès à la demande de logement. Donc le volet 1, c'est le volet tout ce qui est attribution, tout ce qui est conversion des services de l'information et accueil des demandeurs. Ensuite, le volet 2, c'est plus assurer la communication autour du fonctionnement du logiciel, des logiciels et de l'adhésion à la FIPAD. Le volet 3, c'est plus s'assurer du bon repérage des situations complexes. Et c'est là où justement nous avons un réel point d'attention à avoir. C'est l'accès, c'est bien repérer les situations complexes, avoir une attention particulière pour les demandes anormalement longues, sans prospection ni proposition. Et avoir une attention aussi particulière pour les personnes qui ont été classées plusieurs fois en 2e position et qui n'ont pas eu de reproposition en première place. Travailler aussi sur et veiller à l'engagement des bailleurs à favoriser la mutation au sein de son parc, notamment pour favoriser les parcours résidentiels. Aujourd'hui, on constate qu'il est très difficile pour une personne qui veut quitter un logement plus grand pour aller vers un plus petit et qui a des difficultés pour trouver l'équivalent à la fois chez les bailleurs et à la fois d'avoir une attention particulière pour cette situation. La grille de cotation, elle va intégrer ce que l'on dit précisément, notamment les motifs, le rapprochement avec une précision sur un rapprochement par exemple le rapprochement domicile-travail, si la personne est hébergée, et voir si sa capacité financière pour changer de logement est possible ou pas. Alors, pour nous, à la GOR, le CCAS enregistre la demande de logement social. Il accompagne les demandeurs dans la constitution de leur dossier. Il modifie et met à jour, effectue les renouvellements des demandes, ce qui veut dire qu'à chaque fois, on scanne les documents, on constitue vraiment le dossier de la personne. On oriente les demandeurs en difficulté vers un accompagnement social adéquat. On renvoie vers un guichet adapté au suivi de la demande. Par exemple, les demandeurs qui sont en carence à la fois d'emploi, à la fois d'intégration sociale, sont souvent suivis par des travailleurs sociaux. Et là, on les dirige vers un accompagnement qui prend en compte plus la personne. Ensuite, le demandeur est reçu, donc l'élu reçoit les demandeurs lorsqu'il le demande. Donc aujourd'hui, je reçois régulièrement des demandeurs de logement, environ, depuis le début de l'année, environ une 50aine de personnes. Donc, bien évidemment, c'est un plan qui va demander une période de test, surtout la cotation, surtout la partie cotation, et certainement qu'il va falloir la faire évoluer après l'évaluation de la grille. Il est prévu des points retirés pour les refus des demandeurs. Par exemple, ça nous arrive que des gens nous demandent des logements en nous pressant beaucoup, et en fait, lorsqu'on leur propose des logements, eh bien, les refusent. Donc, au bout de 2 refus, les points dans la grille de cotation, elles seront prises en compte en points négatifs.
Donc je voulais simplement vous rappeler que cela est le fruit d'un travail collectif depuis février 2022, que nous avons eu plusieurs groupes de travail et qu'aujourd'hui, donc, il vous est proposé d'émettre un avis sur ce projet pour le territoire de l'agglomération. Merci beaucoup. Merci Brigitte. Est-ce qu'il y a des compléments ou des questions à poser? Non, je n'en vois pas. Je vais vous proposer de vous prononcer sur un avis plutôt positif, hein, parce que c'est plutôt ça le principe. Hein, voilà. Donc savoir qui s'abstient par rapport à un avis positif, qui est contre un avis positif. Donc l'avis est prononcé à l'unanimité des personnes présentes ou représentées. Merci Brigitte. On va passer sur un chapitre finances, commandes publiques, et c'est André Turcot qui va s'y coller, me semble-t-il, si j'ai bien compris le déroulé du conseil municipal. Merci, et le premier dossier ou délibération qu'il doit présenter concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier pour la commune. Pardon ? Oui. Pourquoi on fait un règlement budgétaire et financier ? Attends 2 secondes. Ici. On a donné un avis favorable à l'unanimité. J'ai vu quelqu'un qui hésitait, mais je ne le dénoncerai pas. A priori, je ne parle pas suffisamment fort. Je vais faire un effort. À toi, André. Je vais tenter de reprendre dans le brouhaha général. Nous allons procéder à l'adoption du règlement budgétaire et financier. Pourquoi ? Parce que le beau jour du 19 octobre de l'année en cours 2022, rappelez-vous, vous aviez adopté la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable dite M57. M57, ça parle à tout le monde. Et ça va beaucoup plus vous parler que la M14 qui le précédait et que vous avez peut-être quelque peu oublié. Est-ce que ça entraîne des changements vraiment fondamentaux ? La réponse, mes origines normandes vont me faire me dire oui et non. Je commence par non, parce que ce règlement budgétaire et financier ne fait que mettre noir sur blanc les pratiques très vertueuses que la commune de Lagor avait déjà mis en place dans sa grande sagesse. Donc pas beaucoup de choses nouvelles, ça décrit les processus de gestion financière, ça rappelle que avant de faire un budget, il faut faire un débat d'orientation budgétaire que nous allons faire bientôt, que si on veut modifier ce budget, il faut faire une décision modificative. Je vais en donner un exemple dans une des prochaines délibes. Vous voyez comme tout cela est parfaitement construit. Pour l'essence. Alors, quand même, à signaler une chose importante, parce que ça incite à la gestion pluriannuelle qu'on a quelquefois un petit peu de mal à faire. On voit qu'on a du mal à élaborer, pour des tas de raisons tout à fait louables, notre programme pluriannuel d'investissement. Et bien là, on nous dit passer au pluriannuel, passer aux autorisations de programme. Une autorisation de programme, c'est un cadre, c'est un budget dans lequel on va pouvoir tirer. Par exemple, sur un projet, on va dire « je veux mettre 1 million d'euros sur ce projet ». Je décide et j'engage une autorisation de programme à hauteur de 1 million d'euros parce que mon projet me coûte 1 million d'euros. Mais je ne suis pas capable de financer les 1 million d'euros en 2023. Donc, je vais pouvoir étaler. En 2023, je vais payer 200 000 euros, en 2024, 100 000, etc., etc., dans l'enveloppe globale de 1 million d'euros que je peux éventuellement modifier. Donc, ça me donne la possibilité d'y voir clair, d'avoir toujours en tête mon projet d'1 million d'euros. Et chaque année, j'inscris les crédits de paiement qui me permettent de mandater les opérations relatives à ce projet. Voilà ce qui me paraît un peu l'essentiel. Sinon, je vous invite à lire, ça se lit très très facilement, hein, les 19 pages du règlement. C'est un petit peu comme un policier avec le suspense qui va bien, et on arrive à la fin, on est content. Voilà pour ce règlement, par contre, que le conseil municipal doit adopter. Donc il faut adopter le règlement que je viens de présenter tout en détail. Merci André. Donc je vais poser clairement la question. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions pour parfaire l'exposé d'André? Non, pas. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient?
Qui est contre? Donc c'est voté à l'unanimité des membres présents représentés. Je suis ravi, merci. Chers collègues, je ne m'y attendais pas et je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Je vous propose de prendre une position concernant une décision modificative numéro 2 sur le budget principal. On en a voté une dernièrement. Oui. À toi, André. Je vous disais que dans le règlement, on disait dans certains cas, pour modifier un budget, il faut une DM. Et que j'allais vous proposer un exemple. Ben le voilà l'exemple, on y est. 110 000 en plus, 110 000 en moins. Et 110 000 en moins, eh bien, il y a une école qui, certains connaissent l'existence, à Lagore. Je parle sous le contrôle de Gérard, un peu de Philippe, qui suit ça aussi. Et sur cette école, eh bien, il y a quelquefois des élèves en plus qui arrivent, et il faut prévoir comment les installer. Donc il faut faire des travaux, il faut remodifier le périscolaire, changer le guichet unique, voir comment on assure la restauration, et on n'a pas toujours ce qui permet de le faire. D'où des travaux en intérieur, si je puis dire, d'où la mise en place de modulaires. Et pour faire tout ça, eh bien, on se fait accompagner de ce qu'on appelle une maîtrise d'œuvre qui va nous aider pour piloter ces travaux. Et le coût de cette maîtrise d'œuvre n'est pas négligeable puisqu'il est de l'ordre de 110 000 € qu'il faut donc maintenant inscrire au budget via cette décision modificative. Donc on dépense 110 000 €, et il faut trouver l'argent en face. Et l'argent, heureusement, nous avons ce qu'on appelle le remboursement du FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, puisque quand on fait des travaux, il y a de la TVA, et cette TVA, on la récupère de façon décalée. On a fait beaucoup d'investissements au cours des années précédentes, et tant mieux, parce que pour une fois, par rapport à une période très ancienne où on inscrivait des choses qu'on ne faisait pas toujours parce qu'on n'y arrivait pas, là on réalise vraiment ce qu'on inscrit. Le problème budgétaire quand on a quelques difficultés, mais par contre, ça nous permet de toucher la TVA avec un décalage. Donc on va toucher largement au-delà de 110 000 €, mais par prudence dans un premier temps, on prend 110 000 € sur cette récupération du fonds de TVA qui nous permettent de financer les travaux de l'école. Donc plus 110 d'un côté, moins 110, enfin 110 en recettes, 110 en dépenses. Tout ça est équilibré. Je propose donc au Conseil de voter cette décision modificative. Et si vous la votez, je vous inviterai en plus, parce qu'on ne s'en tire pas comme ça, à signer la feuille qui va bien pour vous et pour les personnes dont vous êtes mandataires, afin que vous vous en rappeliez éternellement. Merci André. Est-ce qu'il y a des compléments d'information que vous souhaitez avoir ou pas? Oui. André, il faut que tu éteignes ton... Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre TVA et FCTVA? Je sais qu'il y a une différence de chiffres et qu'on ne récupère pas la totalité. Il faut que tu mettes ton micro, André. J'ai pas en tête. 16,4, je crois. Sur une TVA de 20%. Alors, FC, fonds de compensation. Au départ, on paye 20% et on récupère pas. La question que tu as posée pour tout le monde, parce que moi je connaissais la réponse. Je vous remercie de cette question sous forme de précision. Moi, un petit peu que je ne le ressente pas comme un piège, mais bon. Enfin, voilà. Donc, ce que je propose, donc s'il n'y a pas de questions complémentaires, je propose qu'on passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre? Donc la délibération est votée à l'unanimité. Une feuille d'émargement va passer les uns après les autres. Ce que je vous demande, c'est de la signer. C'est comme quoi on a bien validé cette modification-là. Ouais. Je le fais comme ça, je ne l'oublierai pas. Voilà. Je propose, si vous êtes d'accord, il nous reste quelques délibérations, de passer à la délibération suivante. Candidat retenu dans le cadre du marché de prestations de mise à disposition du personnel intérimaire pour les besoins de la commune de Lagore. Je propose à André Turcot de nous la présenter. Oui, c'est un appel à candidature qui a connu beaucoup de succès. Le débat, l'avis de la commission a du mal à se prononcer. Finalement, nous avons retenu le mieux-disant, la société Randstad, je crois, oui, c'était eux qui étaient vraiment les mieux, pour un montant annuel de 33 300 hors taxes, auquel il faut ajouter les 20% de TVA, sur lesquels nous récupérons 16% par la suite.
7,4 pour être très précis. Donc on peut retenir, autoriser le maire à... André, juste une information quand même pour les personnes qui vont nous écouter. On ne récupère pas sur le fonctionnement, on récupère que sur l'investissement. Oui, par contre, vous avez raison, monsieur le maire adjoint. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou pas? S'il n'y en a pas, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés. Un autre marché de prestations d'entretien et de réparation des véhicules de la commune de Lagor, et je propose à André Turcot de la présenter. Voilà, donc encore un marché sur lequel on a eu beaucoup de succès également. Ce marché a été alloti. L'idée du lotissement, c'est de permettre aux petites entreprises de pouvoir soumissionner. Donc ça, c'est plutôt bien, avec quelquefois l'effet pervers, c'est qu'on n'a pas toujours des candidats. Ainsi, là, il y avait 4 lots. Sur les lots 2, 3 et 4, on n'a pas eu de proposition. Dans ces cas-là, on dit que le lot est infructueux. Comme il s'agit en général de petits montants, de petites prestations, il est probable qu'on pourra les gérer au coup par coup, au fur et à mesure des besoins. Sur le lot numéro 1, par contre, là, nous avons une réponse de la société Da Silva pour les véhicules de tourisme et les petits utilitaires. Donc, je propose au conseil municipal de bien vouloir retenir l'agence Da Silva, qui est à Nieul, pas des voisins, pour le lot numéro 1, et de prendre acte que sur les lots 2, 3 et 4, ce sont des lots infructueux, et que donc nous serons amenés à les gérer autrement. Merci André. Est-ce qu'il y a des compléments d'information ou pas? Non. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés. Merci à vous. Un marché de prestations de services pour l'entretien des espaces verts et l'espace public. Je propose toujours à André Turcot de faire la présentation de cette délibération. Voilà, donc en fait, ce marché, j'avais un peu oublié, mais ça concerne essentiellement, au-delà de ce que font les services de la commune en régie, si je puis dire, il y a des besoins supplémentaires, notamment sur les greffières et surtout sur Atlantex, pour lesquels on touche une compensation de la communauté d'agglomération qui nous verse, je crois que c'est 96 000. 96 000. Et il me semblait que c'était un peu moins que ça, c'est bien 96 000. Il y a 63 pour Atlantex. Ah voilà, 60 sur les greffières, 60 pour Atlantex, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Enfin, toujours est-il qu'on a une compensation de l'agglo, mais c'est nous qui sommes les maîtres d'ouvrage de cette prestation qui lançons la candidature. Donc il faut autoriser le maire a lancé ce marché en précisant que, sans faire du favoritisme, mais je dis que les entreprises d'insertion sont évidemment les bienvenues sur ce type de marché qui peut tout à fait rentrer dans leurs compétences, avec évidemment un accès égal à tous au marché. Ce qu'on a actuellement. Merci André. Ce qui est important de préciser, c'est que le marché sera sur une durée de 3 ans. Ouais. Donc il sera un marché à bon de commande. Voilà. Qui a des questions particulières? Faut qu'il y en ait un qui éteigne, oui. C'est juste en précision, en fait. Effectivement, c'est un marché de prestations, donc ce que vous allez voter, c'est un marché minimum et maximum, mais on dépensera au moins le minimum, mais jamais le maximum. Voilà. C'est pour ça que je précisais que c'était un marché à bon de commande, que c'est un petit peu différent des marchés classiques. S'il n'y a pas de questions, qui s'abstient, qui est contre, la délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés. Je vous propose une dernière délib qui concerne un marché de prestations de services de propreté urbaine. Et je propose à André Turcot de nous le présenter. Alors, on est là dans la même logique un petit peu précédemment avec l'aspect de l'entretien sur les zones communautaires. Et donc, il s'agit encore d'autoriser le maire à lancer le marché de prestations de services de propreté urbaine, un marché d'1 an, reconductible, sans aller au-delà de 3 ans. Voilà, il s'agit simplement d'autoriser le maire à lancer le marché. Merci André. Est-ce qu'il y a des questions particulières?
Non, a priori, ce que je propose, c'est qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. André, il faudrait que tu fermes ton micro, merci. On est arrivé au terme des délibérations qu'on devait adopter ou pas, ou pour lesquelles on devait délibérer ce soir. Donc je propose qu'on clôture le conseil municipal, sachant que le prochain conseil municipal aura lieu le 14 décembre 2022, c'est-à-dire juste un peu avant Noël, ici même, et que ce sera un conseil municipal important sur les questions qui vont être abordées, je le rappelle, et on sera en mesure de vous donner, me semble-t-il, les dates des conseils municipaux du premier semestre 2023. Je vous souhaite une bonne soirée. On va clôturer le conseil municipal et proposer aux personnes présentes, mais j'en vois peu, s'ils souhaitent poser une question aux membres présents ce soir. Merci à vous et merci aux personnes qui vont nous suivre en différé. À bientôt.